bonjour Madame Jamet. Bonjour. Vous êtes candidate à la mairie de Montpellier, vous avez 53 ans. Donc ici, on est accoudé à un comptoir de bar. J'aimerais bien vous offrir quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? J'ai beaucoup hésité, je vais prendre un Orangina. J'en ai vu un tout à l'heure, ça m'a donné envie. Voilà. Il n'y a plus de cacolac. Et ouais. Un Orangina alors. Et moi, je prendrais un Diabolo menthe. Alors, nous, c'est KNA TV, donc c'est une télé sur le web. Nous venons d'un quartier populaire qui est la Paillade et nous nous intéressons beaucoup à la politique et aux affaires culturelles et tout ce qui tourne autour de la ville de Montpellier. Ici, nous invitons donc les candidats à la mairie de Montpellier. Donc, nous sommes dans une brasserie qui s'appelle Le Sud. Ouais. Donc le Sud, sur les rives du Lez. Eh oui. Le Lez qui se jette dans la Méditerranée. Méditerranée, donc c'est un bassin où se rencontrent beaucoup de civilisations, où il y a eu des brassages de population. Donc j'aimerais bien vous donner 3 mots comme ça et de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc comme nous sommes sur la Méditerranée, donc vous avez melting pot, c'est de l'anglais. Melting pot, cosmopolite et brassage de population. Alors pour vous, qu'est-ce que ça signifie ces 3 mots? Qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous? Il y a un mot en anglais déjà, cosmopolitisme. Cosmopolite. Oui, cosmopolitisme, je veux dire, si on prend son subjectif. Mais que voulez-vous que je vous dise? Effectivement, vous me parlez de la Méditerranée, de brassage de population. Il paraît aussi que la France s'est construite, a été un creuset, effectivement, d'Alamans, de Visigoths, d'Ostrogoths, etc. Et je dirais que ce que ça m'inspire, c'est qu'au bout de 1500 ans, nous avons fini par représenter une nation, par avoir une identité et par un vouloir vivre ensemble qui a fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Et pour votre programme politique, nous avons essayé de regarder un petit peu sur votre site internet et on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est en cours. Écoutez, parce que j'ai pas absolument aucun complexe là-dessus. J'ai fait pendant toute la campagne, tous les jeudis, une conférence de presse qui a reçu plus ou moins de succès quelquefois, où j'ai abordé tous les sujets. Alors c'est vrai que sur le site internet, on a eu un petit problème d'actualisation et de réactualisation, mais que ce soit en matière de transport, en matière de fiscalité, en matière de démocratie, en matière de développement économique, de circulation, d'urbanisation, etc., nous avons des propositions. Alors je crois que Mehdi Lib s'en est fait un petit peu l'écho sur certains sujets où elle avait interrogé tous les candidats. La Gazette, je crois, j'ai rempli un petit formulaire il y a quelque temps qui devrait paraître la semaine prochaine. Et normalement, dans les jours qui suivent, vous devriez avoir l'entier programme. Donc pour rester dans les thématiques de votre programme, nous, comme nous sommes une télé qui vient d'un quartier populaire, donc nous avons choisi avec mes amis de vous interroger sur 2 thèmes qui sont l'image des quartiers populaires et l'éducation. Donc on va passer sur le plateau et on va discuter de ça avec mes amis KNA. Bon, c'est pas grave. Voilà, nous sommes sur le plateau, donc il y a des KNautes qui vont vous poser des questions. Nous avons Jamel, Amandine et Justin. On va commencer d'abord par un portrait de vous, et vous allez le regarder avec nous, et après on en discutera. Comment France Jamet est-elle entrée en politique? Alors au Front National, c'est un petit peu familial. Donc il y a Papa Jamet qui était en politique, qui j'imagine a dit à sa fille qu'elle pouvait faire de la politique, ce qu'elle a prouvé d'ailleurs. Et donc elle a franchi le pas et elle est rentrée notamment au conseil régional. Il y a un côté dynastique chez les Jamet. La logique familiale dans cette formation politique est très forte et on pourrait presque faire un décalque en région de la situation entre Alain Jamet, son père, et le couple, si je puis dire, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen au niveau national. Son père est très très lié à Jean-Marie Le Pen, notamment à travers leur passé
soldat, enfin militaire en Algérie. Et donc une histoire familiale aussi extrêmement complexe, puisque elle a un de ses oncles qui est un intellectuel français qui a travaillé avec François Mitterrand, qui a dirigé un journal de droite, Dominique Jamais. Elle est entrée en politique avec un parcours qui est assez symptomatique du Front National, avec un rôle de secrétaire juridique dans un organisme représentant les commerçants et les artisans qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment en Languedoc-Roussillon, la CDCA, dans les années 70 et 80. Elle a totalement épousé les thèses et les idées politiques de son père et plus globalement de la famille Le Pen. Le programme, il est dans le prénom, hein, France, donc la France d'abord, la France surtout, la France aux Français. Donc je ne sais pas à Montpellier comment ça se traduit, Montpellier ou Montpellierin, après je ne sais pas ce qu'est un Montpellierin, donc c'est un peu compliqué. Influence politique qui n'a pas grande cohérence. Je veux dire que Jean-Marie Le Pen est au sein du Front National quelqu'un qui est plutôt un bonapartiste au milieu de plusieurs courants idéologiques, les catholiques intégristes, les néolibéraux, les nationalistes, etc. Donc elle est un petit peu à l'image de cette tradition de surfer autour de différentes chapelles, plutôt que d'être la représentante d'une chapelle bien déterminée sur le plan idéologique. Elle est à la fois une sorte de synthèse entre le vieux lepénisme et le visage nouveau qu'essaie de proposer Marine Le Pen. Elle est candidate à Montpellier, elle avait été candidate, je crois, à Béziers. Je ne sais pas si à un moment donné, elle n'avait pas été candidate à Sète. Je plaisante, hein, mais c'est curieux parce que les gens du Front National sont contre l'immigration, mais ils migrent beaucoup, en tout cas eux, de ville en ville. Donc voilà, on a du mal à savoir exactement ce qu'elle veut et où elle veut le faire. Elle est au niveau régional dans une logique d'accréditation du Front National qui est très nettement supérieure en Languedoc-Roussillon par rapport à ce qu'elle est dans d'autres régions en France. C'est quelqu'un de charismatique, d'assez entière, qui a un esprit, je trouve, un côté assez boy scout. La force, c'est celle d'un enracinement du Front National depuis maintenant pratiquement 30 ans en Languedoc-Roussillon. Et sa force, c'est d'avoir une expérience politique. Et il n'y en a pas beaucoup d'élus Front National qui ont une expérience politique d'aussi longue durée. Elle est élue régionale depuis 1998. Quelqu'un de totalement désinhibé et qui a un côté presque un peu bobo libertaire par certains côtés. Le Front National, notamment à Montpellier, a toujours un petit côté entreprise familiale. Hein. On est un petit peu ensemble, donc je pense qu'elle continue la tradition. Et sa faiblesse, c'est la faiblesse d'un parti qui ne peut pas gouverner parce qu'il est condamné compte tenu de son idéologie, de ses prises de position, condamné à être sans perspective d'alliance possible à un deuxième tour. Alors si elle était un slogan, je dirais ma petite entreprise connaît pas la crise. Nous venons de voir un portrait de vous fait par des journalistes et un prof en sciences politiques. C'est qui, Monsieur Négrier? Oui, Monsieur Négrier. L'incontournable Négrier. Moi, j'aimerais bien vous poser une question sur ce qui ressort de ce portrait. Après, vous pouvez aussi réagir sur d'autres choses. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce portrait, c'est cette instabilité idéologique qui caractérise un peu le Front National en général, d'après ce qu'on a lu par-ci par-là, et d'après ce que disent aussi les experts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Ah, je veux vraiment pas jouer la blonde, mais j'ai pas compris la question. L'instabilité idéologique du Front c'est-à-dire National. vous brassez un petit peu, vous êtes, on ne sait pas où vous situez. Donc là, il parle vous êtes à gauche, à droite, des thématiques un peu religieuses, voilà. Donc Pas de thématique religieuse au Front non, National. mais voilà, chrétien, intégriste. Donc ce qu'il a dit, lui. Mais qui a dit ça? Bah, On n'est pas celui non plus qui a fait le portrait de vous. obligé de s'arrêter à un jugement personnel que peut porter à un moment ou à un autre un journaliste. J'ai pas entendu ça. Je veux dire, vous dites, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai entendu Dynastie. Je rappelle quand même que j'ai été soumise au vote des électeurs. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche.
et que chaque fois que je me suis engagée, n'en déplaise aux uns et aux autres, c'était pas pour avoir, par exemple, comme le fils Sarkozy, une espèce de sinécure dans laquelle on s'assoit, on est bien payé et on a un certain pouvoir, mais sur le terrain, faire des boitages, des tractages, et puis ensuite me retrouver, avec un peu de chance, jusqu'à maintenant, dans l'opposition. Et qui est un combat de tous les instants. Je ne cours pas après des prébendes, je suis vraiment une militante dans l'âme. Par rapport à votre idéologie. Deuxièmement, comme le rappelait Monsieur Négrier, j'ai effectivement aussi fait du syndicalisme avant d'être au Front National et de répondre présent chaque fois qu'on en avait besoin un petit peu partout, et avant d'être en position éligible à la demande de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, et certainement pas celle de papa. J'ai fait du syndicalisme, je me suis investi d'ailleurs dans le cadre de mon travail, parce que je n'ai pas fait que du secrétariat juridique, j'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait de la formation, j'ai fait de l'assurance, j'ai fait du commerce, j'ai fait de tout, j'ai travaillé. Je me suis lancé dans la vie active dès le début, et ensuite j'ai fait le choix, effectivement, peut-être que j'étais rattrapé, je ne sais pas si c'est génétique, en tout cas ça n'est pas dynastique, non, mais c'est vrai que j'ai, de mon père... s'il vous plaît. Attendez, je réponds aussi. J'ai reçu le goût, en tout cas l'envie de combattre Non, mais vous ne répondez pas à ma première question, qui était sur l'idéologie. Oui, je vous ai demandé de répondre sur l'idéologie. Non, l'idéologie du Front National, parce que... Oui, la vôtre. Quelle est votre idéologie? Mais non, mais nous, on n'est pas dans des idéologies. Oui, on n'est pas dans des dogmes, vous voyez. Jean-Marie Le Pen a été à un moment donné plus proche de Reagan, Thatcher, avec un côté très néolibéral. On voit que là, il y a un tournant un petit peu différent avec le Front National, qui est plutôt sur critique de la finance. On vous a entendu, par exemple, critiquer la finance. Vous êtes plus sur quelle ligne, vous? Mais Le Pen, d'ailleurs, vous le rappeliez tout à l'heure, papa et Le Pen ne se sont pas connus, d'ailleurs, à la guerre, parce que d'abord Le Pen a fait d'abord l'Indochine, papa était trop jeune, ils ont fait l'Algérie tous les deux, mais ils se sont connus d'abord à la fac. Je vous dis, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogmatisme au Front National. C'est vrai, Le Pen a commencé avec le Cercle national des jeunes indépendants, si je me souviens bien. Il a commencé aussi avec comment dire, c'était dans le cadre un petit peu ce qu'on appelait le poujadisme, que c'est vrai, Christian Pousset, qui était président secrétaire national du CDC au sein duquel j'ai milité, représentait aussi un petit peu, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, la classe moyenne, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont pas souvent fédérés, je veux dire, et il y avait donc effectivement, il est parti de ce terreau. Mais je rappelle quand même que entre 56, les 30 glorieuses et la situation actuelle dans laquelle nous sommes, les temps ont changé. Pas les hommes, les temps ont changé. 80. Mais non, justement, je vous dis, ça n'était pas du tout la même chose. On parle d'une France où il y avait essentiellement des agriculteurs, des petits entrepreneurs, des commerçants, des artisans. Ce que je veux dire, si vous me laissez aller au bout de mon raisonnement, c'est que le Front National, et c'est là que je me suis toujours retrouvé, a été toujours et essentiellement un mouvement populaire. Donc quand le peuple, que certains qualifient de... le peuple avec un petit P ou un grand P, que nous qualifions nous avec un grand P, sans avoir forcément la sensation, contrairement à ce que vous dites, certains disent de populisme, quand le peuple est en difficulté et qu'il se heurte à un dogmatisme, justement, celui de l'euro, de l'Europe, etc., de la rigueur, de l'austérité, eh bien, il est normal que nous combattions ces injustices, que nous soyons auprès de lui, puisque nous en sommes. Moi, j'ai travaillé, hein, je suis pas une apparatchik, j'ai pas grandi, j'ai grandi dans les pots de colle, les affiches, etc. Je vous rassure, c'est gentil de me dire que j'ai un petit côté boy scout, mais j'ai été aussi rebelle, je me suis construite comme tout le monde, et puis je suis ensuite revenu à ce qu'on appelle des fondamentaux, et peut-être aussi que c'est l'exemple de papa, de son intégrité, de son honnêteté, de ses convictions, de sa sincérité, qui m'ont amené petit à petit à militer à fond au Front National. Mais je vois pas en quoi ça peut être... Ça n'est pas contradictoire. À mon avis, c'est justement un mouvement qui vit, un mouvement qui bouge. On ne vous voit pas beaucoup dans les luttes ouvrières aussi. On ne vous voit pas présente dans les luttes ouvrières. Vous surfez comme ça. Mais qu'est-ce que vous appelez les luttes ouvrières? Je ne sais pas, on ne vous voit pas dans les manifestations des Marine ouvriers. Est partout dans le Nord. Vous savez, dans le syndicalisme, vous n'êtes pas présent. J'ai été représentante CFTC quand je travaillais dans l'hôtellerie. J'ai été aussi dans le syndicalisme des commerçants et des artisans. Si, je me suis toujours battue. Et vous parlez d'ouvriers. Oui, mais ça, c'est pas la classe ouvrière, ça, c'est la moyenne, c'est la bourgeoisie. Que connaissez-vous de la classe ouvrière aujourd'hui? Nous n'avons pas d'entreprise ici. Nous n'avons
nous avons un tissu ouvrier qui est en train de crever, dont Marine d'ailleurs s'est fait le chantre et la défendresse dans le Nord. Et c'est vrai que ici, nous n'avons pas assisté, nous n'étions pas là au moment où les mines se sont effondrées, où elles ont été sacrifiées. Moi, j'étais pas né, excusez-moi, mais je veux dire, on a toujours été du côté populaire, monsieur. Vous savez très bien qu'il y a 3% des ouvriers qui votent pour Mélenchon et plus de 40% des ouvriers qui portent leur voix sur le Front National. Ça n'est pas un hasard. C'est des sondages qui sont un peu douteux. Hein. C'est une réalité, elle sort des urnes. Non. La réalité, c'est que les classes populaires qui votent pour le Front National aujourd'hui sont des classes populaires qui ont historiquement voté toujours pour la droite. Non, je crois pas. Il y a très peu de reports de la gauche vers la droite. Mais j'aime bien quand vous me parlez de tout ça, parce que vous avez l'air de savoir effectivement que M. Négrier, qui est pour qui je ne le connais pas. Finalement beaucoup d'affection à force de le côtoyer, qui est un indécrottable. Je passe mon temps à lui donner des prévisions, des projections et des analyses qui met 5 ou 10 ans à reconnaître. Mais je vais vous dire, je ne sais pas, vous êtes sûrement plus intelligent que moi, mais moi je suis dans le concret, dans la réalité. Quand je vous parle du Front National, je ne vous parle pas des analyses de spécialistes, je vous parle des gens que je côtoie tous les jours, de ceux qui frappent à la porte de la permanence, de ceux qui adhèrent. Je connais mon fichier, je connais mes adhérents, je connais mes militants. Si vous regardez ma liste, elle est un peu plus de la moitié, un peu moins des 2/3 du Front National, et le reste vient de la société civile. Elle est multiple. Elle représente, selon moi, et j'y ai mis un point d'honneur, vraiment Montpellier en tout cas, mais vraiment la population montpelliéraine. Et elle est composée de personnes plus ou moins âgées, de retraités, c'est vrai, de jeunes, d'étudiants, de petits commerçants, de petits entrepreneurs, d'attachés territoriaux, de syndicalistes, d'ouvriers, de salariés, de boulangers, j'ai tout. Personne ne le remet en question. Mais non, mais je veux dire, je la connais, moi, la réalité du Front National, puisque je la côtoie tous les jours. On revient à nos questions. Donc, la première question, c'est Justin qui la pose, justement. Alors, vous êtes exprimé sur le fait que vous êtes on va dire une fille d'eux, même si c'est pas ce que vous voulez dire, mais vous êtes la fille de quelqu'un qui était déjà... Oui, mais que voilà, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit au niveau national avec Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ou au niveau local avec vous, France Jamais, votre père, qu'est-ce qui fait que il y a cette hérédité, on va dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un fonctionnement un peu monarchique, mais ça vous en êtes défendu, ou c'est parce qu'il y a personne d'assez compétent pour prendre votre place? Et là, c'est gentil, traitez-moi d'incompétente. Non, justement, c'est que vous êtes plus compétente que les autres, mais je sais pas. Mais non, mais j'ai même pas cette prétention. J'ai la niaque, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me battre. Ça fait 30 ans ou 40 ans que j'y suis, et c'est pas, je vous dis, forcément pour avoir des avantages. Je sais pas si c'est par le goût du combat, contrairement à ce que dit M. Négrier. Je pense que nous sommes amenés un jour à arriver aux affaires. Ça n'est pas dynastique, je pense que c'est peut-être héréditaire ou génétique, au sens où ils nous ont transmis l'un ou l'autre le goût de la bataille, le goût de se battre, le goût d'avoir un idéal, de penser, de vouloir améliorer les choses et de ne pas avoir peur de mouiller le maillot, le t-shirt et d'y aller. Voilà, c'est tout ce que je crois que je peux revendiquer, mais nous n'avons, vous vous doutez bien, qu'on ne s'est pas concerté ni l'une ni l'autre. C'est vrai, il y a effectivement un parallélisme sur les destins, mais en même temps, c'est l'ADN du Front National. Non, ça. je serais presque tenté. Oui, bien sûr, si c'était génétique ou héréditaire, je dirais, on serait encore plus nombreux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que même à la limite, je dois même vous concéder, ou en tout cas vous avouer que c'est même pas. Je serais presque tenté de dire que c'est pas choisi. Marine et moi, on est rentrés toutes les deux dans la vie active. On avait. Oui, mais Marine Le Pen, elle n'a jamais travaillé. Elle a fait un petit stage d'avocate, c'est tout. Hein. Marine Le Pen a travaillé pendant très longtemps. Je ne sais plus si c'est entre 5 à 10 ans. Elle a été avocate et je crois même vous dire, et vous pourrez vous renseigner, qu'en tant qu'avocate, elle a pris son rôle et son métier et cette passion qui lui avait fait épouser cette profession avec sincérité, avec honnêteté, avec détermination, puisqu'elle a même eu, dans le cadre de son travail, à défendre des sans-papiers. Qu'elle a fait très bien. Ça, c'est de la propagande parce qu'on a vu des dossiers, surtout celui sorti par le Canard enchaîné il y a 2 ans, où ils disent qu'elle n'a fait juste qu'un petit stage d'avocate, qu'elle n'a jamais défendu les sans-papiers. Ça, c'est de la propagande. Moi, je vous dis que si. Et qui n'a jamais été des gardes pénales. Je vous dis qu'elle a été. Mais si. Bon, on ne va pas non plus perdre son temps. Je veux dire, à reprendre et à faire. Il y a une autre question qui va être posée par ma collègue Amandine. Vas-y, Amandine.
Donc quand on regarde sur le site du Midi Libre, il y a une biographie qui vous est consacrée. Et dans cette biographie, on peut lire qu'à l'âge de 13 ans, vous aviez déjà votre carte aux jeunesses du Front National. Donc je ne sais pas si c'est complètement exact ou pas. Mais ma question, du coup, c'est est-ce qu'à 13 ans, vraiment, on est capable d'avoir une carte affiliée à un parti? Est-ce qu'à 13 ans, on n'a pas autre chose peut-être dans la tête que de se rallier à un parti politique? Écoute, je sais pas... tout à l'heure, vous parliez de politique. Je pense qu'à un moment ou à un autre, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est elle qui s'intéressera à vous. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire non plus un procès d'intention. Est-ce que vous me poseriez la même question si j'avais une sensibilité de gauche? Moi, quand je vois les mouvements de lycéens, de collégiens dans la rue, et notamment d'ailleurs en 2002, quand Le Pen était au deuxième tour, je voyais toutes ces grandes personnes, ces adultes émerveillés qui regardaient cette jeunesse qui avait été envoyée par ces professeurs dans la rue. On disait, regardez cette conscience civique, civile, ce sens quand même du politique, c'est beau à voir. Eh ben, ça peut aussi exister dans l'autre sens et être aussi beau. Mais je vous concède effectivement qu'on peut avoir une inclination. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu aussi un côté rebelle. Je me suis construite, j'ai travaillé, je n'ai pas fait que ça. Si je suis revenu et qu'aujourd'hui je suis dans ce combat, c'est que j'en suis aujourd'hui convaincu. Mais je vous concède effectivement, comme pour Marine, etc., qu'il y a un moment, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, l'admiration pour l'honnêteté, la conviction, la sincérité que papa a toujours dégagée, a effectivement dû m'incliner en tout cas à épouser ce combat. Mais j'aurais pu en épouser un autre. Parce qu'après, je ne faisais absolument aucune distinction, que ce soit vous, que ce soit un autre parti ou quoi que ce soit. Hein. C'était juste histoire vraiment parce que c'est quand même à 13 ans, c'est très très jeune. Et vous parlez tout à l'heure des jeunes qui ont défilé, qui ont manifesté. Alors, je sais pas. Maurice, vous allez vous dire, tiens, elle était endoctrinée. Je pense pas. J'ai toujours été très libre et croyez-moi que j'ai toujours eu un caractère assez. Enfin, je veux dire, les échanges avec papa ont toujours été frontaux. Mais c'est vrai que je me souviens quand on était très petit, très très petit. On nous exhibait de temps en temps, pas papa ni maman, en disant regarde, on montrait à la télé en disant qui c'est lui, c'est Chaban-Delmas, etc. Bon, je veux dire la politique, vous voyez, un lapsus révélateur, à la maison on ne parlait que de ça. Donc forcément, quand vous êtes toujours là-dedans, quand vous suivez l'actualité, la politique, etc., vous avez un père qui s'exprime quand il regarde les informations, qui se met en colère, et puis bon... Je veux dire, donc on s'intéresse, je veux dire, tout petit, c'est vrai, on était sensibilisés à la chose publique. Après, vous avez un choix. Je crois qu'à l'époque, c'était en 68, il y avait un slogan qui disait parents fachos, enfants gauchos, parents gauchos, enfants fachos. Et ben là, pour le coup, le théorème n'a pas marché, mais ça aurait pu. Une autre question de mon ami Jamal. Voilà, vas-y. Bonjour. Moi, à la différence des collègues, je suis pas journaliste, alors... Ils sont journalistes ? Oui, ils sont à l'école des journalistes. Donc, ne vous étonnez pas si je réponds pas au code journalistique, j'y comprends rien. Et à vrai dire, quand j'ai fait mes recherches sur vous, je vous connais pas du tout. C'est assez compliqué, n'étant pas montpelliéraine. J'ai trouvé que très peu d'articles sur vous. Donc je vais travailler sur la légitimité. Et les questions, finalement, elles sont venues quand vous avez discuté, répondu aux questions. Donc ma première, ce sera au niveau de la légitimité. Donc, comme le dit très bien, je ne connais pas l'interlocuteur qui parle de ça, donc c'est un peu le comble pour quelqu'un qui lutte contre l'immigration, ou du moins l'idéologie à la base, c'est quand même hostile aux immigrés. Vous faites de l'immigration politique, vous commencez à Béziers, vous avez hésité, vous avez voulu vous présenter à Sète et au final, d'un coup de magie, vous atterrissez à Montpellier. On voit que ce n'est pas une vocation ou un enracinement montpelliérain. Donc, répondez à celle-ci, ensuite j'enchaînerai sur les deux qui viennent d'arriver. Réponse courte, s'il vous plaît. Ah oui. Mais j'ai pas eu le temps de tout noter, ça allait trop vite. C'est simple, c'est juste la légitimité. Non, mais c'est tout en vrac. D'abord, c'est l'instabilité géographique. Voilà. Oui, mais non, mais c'est une instabilité géographique. Vous voyez bien que je n'ai pas couru. Forcément, je vous le disais tout à l'heure, après des sièges. C'est vrai qu'on part toujours gagnant, qu'on dit qu'on va y arriver, etc. Mais vous savez comme moi que ça n'était pas gagné d'avance. Mais c'était des challenges. Béziers, ça a été un concours de circonstances. C'était dans le cadre d'une partielle. Mais c'est vrai que j'avais fait le choix de 7. Qui avait une identité, une personnalité, et pour laquelle j'avais, c'est vrai, une certaine fascination. Et vous verrez peut-être un jour que dans la vie, on ne fait pas forcément toujours ce qu'on veut,
premièrement, et qui a aussi eu, à Montpellier, en tout cas, un challenge, en tout cas un défi qui se posait, et sur lequel, vraisemblablement, il semblait que j'étais la personne la plus à même de partir et de me lancer dans l'aventure. Ce qui fait que la responsable actuelle qui vit et travaille à Sète, nous avons considéré qu'elle aurait été peut-être plus, plus à même, en tout cas plus représentative, pour représenter, on va dire, les Sétois. Je tiens à vous dire quand même que vous êtes un peu injuste. Waouh. Non, mais je vais vous dire parce que vous me reprochez d'être... Je suis arrivé, c'est vrai, à 9 mois à Montpellier. Et ça fait depuis tout ce temps-là, effectivement, que je devrais m'entendre dire tu n'es pas montpelliéraine. De la même façon, effectivement, à ce moment-là, que les mêmes pourraient dire pourquoi est-ce que moi j'ai grandi ici et je ne suis pas considéré comme un Français. Moi, je me considère montpelliéraine, même si je n'y suis pas né. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait mes études, j'ai été à l'école, donc je n'ai pas de complexe. J'ai pas entendu le début. Il y a combien de temps vous êtes à Montpellier ? Il vous a dit 53 ans, donc je suis arrivé à l'âge de 9 mois. À l'âge de 9 mois ? Oui, d'accord. Mais je vois bien que vous n'avez pas vu grand-chose sur la presse me concernant, mais je vous assure que j'y étais. Non, j'ai été choqué, moi, là, de vos réponses. Il vous a dit, votre exemple idéologique ou quoi, Marine n'a jamais travaillé. Vous l'avez contredit avec une certaine assurance et fierté. Et l'enregistrement est là pour le témoigner. Vous l'avez dit, ah non, elle a vraiment beaucoup travaillé. Elle a travaillé de 5 à 10 ans. Prenons le maximum de 10 ans. Vous avez dit, elle a travaillé jusqu'à 10 ans. Oui, en tant qu'avocate. Vous draguez la classe populaire en faisant du populisme, la classe ouvrière. Allez dire à un ouvrier du bâtiment qui a cotisé 40 ans que 10 ans, c'est beaucoup travaillé. C'est quand même assez contradictoire pour la classe ouvrière que vous visez, selon moi. Ensuite, c'est l'idéologie, la dernière chose que je voulais dire. L'idéologie, elle vous a parlé, vous étiez encarté à 13 ans. Vous dites, le FN n'est pas un parti idéologique. On sait très bien qu'adulte, on est le fruit de l'éducation de son enfance. À 13 ans, on vous a bourré. Et à l'époque, c'était différent, l'idéologie. C'était la haine de l'autre, la haine d'autrui, la haine de l'immigré. À 13 ans, on vous a bourré les crânes sur des principes basés sur la haine. Donc, comment vous pouvez dire que vous êtes libre ? Dernière chose, et ensuite, je vous laisse finir. Avec très peu de sources, j'ai dû prendre la seule source que j'ai trouvée vidéo, c'est votre conférence de presse officielle de votre candidature. Il y a Jean-Marie Le Pen à votre droite et Papa, comme vous le nommez, à votre gauche. J'ai l'impression que vous ne prenez pas une posture de mère. Vous êtes très materné. Vous avez le journaliste qui dit à Jean-Marie vous la soutenez ça, il se dit non, moi c'est plus qu'un soutien, c'est de la tendresse, c'est ma petite fifi. Il y a Papa qui, comme vous l'appelez, qui a 1 minute 50. Vous êtes en train de parler, la dame libre que vous dites être, vous êtes en train de parler, il vous fait un signe, vous avez arrêté complètement, comme si vous n'êtes que la porte-parole de Alain Jamet qui a fait que 5% aux dernières élections. Voilà. Donc, j'ai peur que ça oui, non, mais que ça vous éclate à la gueule. Vous faites un peu fifi et pas mère de... vous n'avez pas le charisme d'une candidate à la mairie, selon moi. Et vous, à la différence de Marine, parce que je trouvais que vous étiez son clone, elle dit Jean-Marie, elle, à chaque fois. Et vous dites tout le temps Papa. Donc, vous n'avez pas peur que ça vous... Non. Non, d'accord. Mon père restera toujours mon père. Mais le problème, c'est que vous dites beaucoup de choses. Je pense que vous êtes dans une posture... Il y a beaucoup de véhémence, mais je pense que vous êtes peut-être sincère ou alors vous êtes dans l'erreur. Mais vous voyez, plutôt que de discuter de tout ça, par exemple, nous aurions pu parler du programme. J'aurais pu vous expliquer un peu le Front National. Vous voyez là où vous faites une erreur. On va lancer un deuxième. Là où vous faites une erreur. Juste un point sur lequel je voudrais revenir. Je vous fais grâce pour le reste, le Papa, le Pen, machin. Oui, il y a aussi le respect des anciens. Mais je suppose que vous l'avez aussi. En tout cas, je vous l'espère et je vous le souhaite. Mais quand vous dites que nous avons toujours été racistes et contre les immigrés, Le Pen l'a répété à l'envi, Marine encore aussi. Nous n'avons jamais été contre les immigrés. Nous avons toujours dénoncé la politique immigrationniste du gouvernement. Je crois que nous pourrions aussi dénoncer ce que nous avons toujours dénoncé, c'est l'absence de politique d'intégration ou d'assimilation qui n'a jamais été prise en charge par les gouvernements successifs et qui ont amené à la situation où nous en sommes aujourd'hui et que vous connaissez comme moi. Donc nous avons là un reportage sur l'image des quartiers que je vous invite à regarder, après on en discutera. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de La Paillade ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous en a dit ? C'était pas forcément un quartier très bien fréquenté. Je traversais souvent le quartier et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une très bonne réputation sur ce quartier.
En général, moi j'ai jamais eu de problème personnel, donc bon, voilà. Généralement, j'entends plutôt des avis négatifs. Mais personnellement, je suis jamais vraiment allée là-bas, donc je connais pas trop. On m'a dit qu'il y avait un peu de... Enfin, c'était chaud, quoi. Après, c'est tout. Et des qualités? Des qualités, il y a un grand centre sportif quand même. Des points positifs, je dirais son marché. Et voilà. Après, je dirais, bon, moi je ressens pas vraiment de trucs négatifs, mais ouais, je dirais l'ambiance est correcte, on va dire. C'est un quartier convivial, où il y a beaucoup de monde qui traîne dans la rue, où on peut facilement faire des rencontres. Quelles seraient les qualités et les défauts de la Payade selon vous? Les qualités, c'est que c'est un grand quartier justement. Ils pourraient faire plein de trucs, mais ils font rien. Les défauts, c'est qu'ils font rien et les gens ils font n'importe quoi. Les défauts, je vais dire sa distance, parce que c'est vraiment coupé, c'est à l'autre bout du tram de Montpellier. Les défauts, il y en a pas mal, comme l'insécurité, l'insalubrité. Des fois, il y a des incivilités, des voitures brûlées ou des trafics de drogue. Il y a beaucoup de pickpockets, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez que la Payade a une mauvaise image? Oui, clairement. Et pourquoi? D'où ça peut venir? Du fait que je pense que la ville s'investit pas assez pour la sécurité, pour tout ce qui est la nettoyer et tout. On laisse tout faire là-bas, je pense. Peut-être d'un manque de prise de conscience des gens, de l'image qu'ils reflètent de leur quartier. Déjà le manque de travail, aussi la mauvaise éducation aussi des parents, je dirais. Pour vous, qui serait responsable de cette mauvaise image? L'extrême droite en fait. C'est les médias, c'est ceux qui parlent du quartier, c'est pas forcément le quartier en lui-même, c'est ceux qui en parlent, c'est pas... Voilà, c'est les rumeurs, on va dire. Les gens extrapolent en fait sur ce qui va pas, donc voilà. En France, on a l'habitude de séparer peut-être trop les gens. Et le fait de séparer, ça ne crée pas vraiment de contact social avec les autres. Et souvent, la différence, c'est un peu faire peur, c'est ce que j'aimerais dire. On ne pense pas trop aux jeunes des fois, donc ils se sentent un peu abandonnés. Donc. Faudrait peut-être s'investir plus dans ce quartier. Donc on revient à notre débat. Vous avez vu comme moi le reportage là sur l'image des quartiers populaires. Et notamment, on parlait un peu de la Payade, là où Kaina TV est basée. Donc si on regarde un petit peu ou on écoute ce que dit le Front National, il est toujours dans la stigmatisation de ces quartiers populaires pour dire que ça ne va pas, mais il ne parle jamais des réussites qui existent dans ces quartiers. C'est-à-dire on va uniquement vers le côté négatif et on n'est jamais dans la valorisation des choses qui se font sur ces quartiers. Donc comment vous expliquez ce discours un peu qui regarde la bouteille à moitié pleine que... Je ne sais pas trop où vous voulez en venir. Vous me parlez de stigmatisation. Moi, je vous réponds stéréotype. Vous parlez d'une image, et moi, je vous dis, puisque vous êtes à la Payade, quel est votre vécu? Non, mais moi, je vous pose la question. Non, mais moi, en tant que maire, il est quand même important. Je me suis déplacé, je suis allé dans tous les quartiers, etc. Et je vous demande, quel est votre vécu sur la Payade? Non, mais moi, j'ai pas à vous donner à vous parler de mon vécu. Moi, on peut échanger. Oui, on peut échanger. Dans le cas d'un... Bon. Mais moi, je vous pose la question. Pourquoi ce discours de stigmatisation là, avant de lancer le reportage, vous avez dit politique d'immigration qui a été mal faite et tout. Voilà. Donc c'est par rapport à ça. Donc, mais monsieur, c'est un constat. Oui, et vous faites le même constat que moi. Non, moi je fais aucun constat. Moi j'y vais là-bas. Je suis très bien. Ils ont parlé. Il y a un réel problème de rénovation. On a parlé d'insalubrité. Il y a un réel problème d'insalubrité. On a parlé d'insécurité. Il y a un réel problème d'insécurité. Oui, mais l'insécurité, elle existe partout, même au centre-ville aussi. Oui, mais et même à la Payade, de ghettoisation. Voilà. Tout ça, ce sont des sujets importants dont souffrent, c'est vrai, certains quartiers difficiles.
et qu'on n'a pas le droit d'éviter ou de ne pas aborder sous prétexte de stigmatisation. Il y a quand même dans ces quartiers des familles, il y a des gens qui y vivent. Donc il faut quand même parler de leurs problèmes. Moi, en tant que femme politique, je fais un constat et je vois, excusez-moi de vous le dire, que depuis 20 ans au moins, ces quartiers-là ont été abandonnés. Alors j'aimerais bien savoir quelle est la responsabilité du Front National dans l'abandon de ces quartiers. Vous savez que nous n'avons aucune responsabilité. Oui, mais le discours aussi, il est responsable. Non. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, ça n'est pas une question de personne, c'est une question de politique. Donc, en tant que maire, moi, si je peux parler de choses concrètes et du programme du Front National, puisque j'avance quand même clairement mon programme, j'ai le logo du Front National, c'est rénover les quartiers, c'est restaurer les transports, c'est instaurer la sécurité, c'est restaurer la sécurité et la santé et l'éducation pour les enfants. Et notamment, par exemple, je suis intervenu de nombreuses fois et j'étais la seule à le faire, quand on parle des activités périscolaires, notamment pour les enfants, plutôt que de leur apprendre la théorie du genre, moi je pense que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas réviser. Oui, mais ça, c'est pas le propos. C'est quoi le propos du genre. Je ne vais pas rester enfermé dans des stéréotypes dans lesquels vous avez décidé de me caser. On vous on vous parle de thématiques, là. On vous dit l'image du quartier, la stigmatisation. Le sujet au vol et je vous parlez de la théorie des genres. Il n'y a aucun rapport, je suis désolé. Mais je balaye, monsieur, je suis une femme politique, je vous dis il y a un problème et je vous dis il y a des solutions et on doit même aller plus loin. Vous parliez tout à l'heure les problèmes de travail, les problèmes des jeunes qui sont au chômage à la paillade, ils ne sont pas non plus du fait du Front National. Je tiens à rappeler qu'il y a eu des mouvements notamment qui réclamaient justement que, par exemple, pour des marchés publics ou certains chantiers, les entreprises locales puissent travailler. C'est interdit. Et ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Et il faut quand même arriver à comprendre et à réaliser que c'est interdit par l'Union européenne qui veut que la concurrence soit libre. Eh bien, cette Union européenne nous a imposé ça par le traité de Lisbonne. Laissez-moi terminer mon raisonnement jusqu'au bout. Traité de Lisbonne qui a été refusé par les Français en grande majorité, à plus de 55%. Oui, mais là, on parle de politique municipale. L'Europe, s'il vous plaît, l'Europe n'intervient pas dans la gestion municipale. Non, vous pouvez pas. Non, vous devez me laisser. Non. L'Europe, en 2005, les Français ont dit non au traité de Lisbonne. En 2008, tous les députés de l'Assemblée, de l'UMP et du PS ont imposé aux Français le traité de Lisbonne. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est le traité de Lisbonne qui instaure la libre concurrence et qui permet à n'importe quelle population venue de l'Est, par le cadre de pseudo-sociétés qui ont une boîte aux lettres à la Mosson, parce que vous savez, vous parlez d'image. Vous parlez de... je sais par exemple que vous continuez de dire la paillade, alors que pour les Montpellier, on appelle ça, en tout cas, même du temps de fraîche, on appelait ça pudiquement la Mosson parce que c'était connoté. Moi, je ne vous parle pas paraître, je ne vous parle pas d'image, je vous parle de réalité. Donc les faits sont là. Ensuite, il y a une volonté, il y a des objectifs, il y a des idées, je les ai, et ensuite, il y a une volonté pour les faire aboutir. Et je les ai aussi. Et je suis simplement, parce que j'essaie toujours de revenir aux politiques, de vous expliquer que je suis cohérente avec mes engagements, non pas avec mes dogmes, ni avec mes idéologies, mais avec mes engagements, et que justement, faire travailler les entreprises locales sur des chantiers ou des marchés publics, c'est dans le programme du Front National, et je m'y engage. Très bien. Alors la question suivante, c'est Jamel qui la pose. Vas-y. Ok. En fait, au lieu de vous poser... Waouh, vous êtes contente. Attention, vous vous attachez à moi. Hein. Attention. Au lieu de vous poser une question et vous donner 5 minutes, je vais vous poser 4-5 et je vous demandais juste de répondre pour ou contre, que ce soit audible et assez clair pour le téléspectateur, oui. Ou l'internet-spectateur. Donc, le cas est note. Le cas est note, d'accord. Pour ou contre, assez simple. L'émancipation de la femme. Oui. Ah ben, écoutez, je suis... oui, et je suis quand même en plus la preuve vivante. Pour ou contre? Mais je suis pour. Voilà. Je dirais, elle est là, c'est un fait. Oui. Et je me bats tous les jours pour qu'elle soit conservée. Stop. Les nounous voilées, assistantes maternelles à domicile. Contre. À domicile? Oui, à domicile.
Dans le cadre privé, le politique. Agrément qualité, conseil général. Ça, c'est un choix que les parents feront, mais moi, je suis contre le port du voile dans les établissements publics. À la maison, c'est pas public, madame, la maison. Faites ce que vous voulez à la maison, c'est comme la religion. C'est une profession. Elle est dans le secteur privé. Mais si les parents ont décidé de donner leurs enfants à une femme voilée, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Vous énervez. Moi, ça n'est pas. Mais non, mais calmez-vous. Donnez-lui une tisane. Sortie scolaire, maman voilée qui accompagne. Mais je suis contre. Oui. Sortie scolaire, même si le Conseil d'État décide que le Conseil d'État décide souvent de céder. Au-dessus. Voilà. Moi, je pense que ça va. Non, mais attendez, laissez-moi. Il faut quand même aller plus loin parce que c'est un élément important. Si nous voulons vraiment avancer tous ensemble, il faut forcément que ça repose sur une paix civile dont les fondements essentiels sont la laïcité. Les communautarismes, les violations de la laïcité entraînent forcément des crispations et on ne peut pas avancer comme ça. D'accord, on y reviendra alors. Une candidate il y a quelques années, NPA, qui se présente à des élections voilées, pour ou contre? Contre, mais je crois que M. Besancenot aussi. Je suis pas sûr il l'a présenté, elle avait son soutien. Il a regretté après. Donc, est-ce que Madame France Jamais, candidate à l'élection municipale, se considère au-dessus de tout ce qu'elle vient de dire quand elle communique sur un lieu symbolique devant la mairie de Montpellier en exhibant une croix? Ah mais ce n'est pas contradictoire ou antinomique. Je n'interdis à personne d'avoir sa religion. La croix ou une main de Fatma. Oui, non, mais ça n'est pas ostentatoire. La croix, c'est comme le voile, hein, c'est la même chose. Non. Laissez-moi parler, vous parlerez ensuite. Vous ne vous interdisez pas de manière ostensible d'avoir une religion et communiquer à la candidature mairie de Montpellier, mais vous interdisez une femme voilée qui présente un programme soutenu par le NPA à se présenter à Avignon, je crois que c'est Avignon dans le Vaucluse. Je ne vais pas non plus poser mes repères par rapport au NPA, vous vous en doutez bien. Non mais oubliez le NPA, on parle de culte, oubliez même les cultes. Non mais attendez, ne tournez pas comme ça, on n'y arrivera pas. Vous venez de dire contre, et quand ça vous concerne et que vous faites exactement la même chose, vous êtes pour. Je suis droit dans mes bottes. Je suis de religion chrétienne, peut-être pas une bonne pratiquante, et je n'interdis à personne d'avoir sa religion. Quand je parle de laïcité, ça ne veut pas dire laïcard, ça veut pas dire pas de religion, ça veut dire qu'elle reste dans le cadre privé. Je peux avoir un bijou, je peux me revendiquer catholique. Dans le cadre de la politique, ça ne doit pas intervenir. Et excusez-moi, sur le voile, etc., il y a effectivement, vous avez très bien commencé votre interrogatoire, enfin en tout cas votre questionnement. Non, je suis pas policier. Mais ça me pose un problème justement au niveau de l'indépendance et de l'émancipation de la femme. D'accord, mais vous parlez de neutralité. Les lecteurs montpelliérains qui votent, qui adhèrent ou étudient tous les programmes, quand il va sur votre site ou vos photos officielles, que vous lui exhibez de manière ostensible votre appartenance religieuse. Comme si c'était d'une impudeur rare, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui est plus gênant avec un bout de tissu On me le reproche tout à l'heure, mais j'ai dit que j'assume parfaitement. Oui, j'ai un prénom, vous êtes très j'ai un beau prénom. J'espère que sur votre programme, vous ne le saurez pas autant. J'ai une croix, j'ai une jolie croix, j'ai une identité. Et j'ai une personnalité. Et Jamel, mais non, c'est vous qui courez devant moi. Jamel, je ne vous interdis pas d'être vous-même. Hein. Ben, j'espère bien, parce que vous n'avez ni le devoir ni l'autorité. Simplement pour qu'on puisse justement construire ensemble et travailler ensemble, il faut qu'on établisse des bases sur lesquelles nous soyons d'accord. Et ces bases, en tout cas, elles sont constitutionnelles en plus. Parce que vous constitutionnelles. Non, mais il y a de bonnes questions après. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais vous nous considérez pas égaux. Laisse-moi juste la suite, parce qu'elle va être contente. Il y a un point sur... J'ai galéré, hein, mais il y a un point sur lequel on est d'accord. Je sais pas. Non, je veux pas le savoir. La laïcité au niveau des subventions de culte à Montpellier. Voilà, c'est ma dernière question. Et après, je vous libère. La quoi excusez-moi. Votre définition de la laïcité quant aux subventions du politique, quant au culte. Voilà. Donc, vous, comme moi, je crois, si j'ai bien compris, vous êtes contre l'ingérence politique dans les affaires de culte. Oui. Ben, on est d'accord sur ça. Donc, c'est constitutionnel, c'est inscrit dans la loi de 1905. C'est pour ça. Vous voyez, on est d'accord sur un point. Donc, moi, je suis totalement pour, et je suis pour donc l'autonomie des cultes aussi.
D'accord? C'est aussi ça la laïcité. Autonomie des cultes, tant qu'on reste dans le cadre de la législation. Ma dernière question, si une communauté, on parle quartier prioritaire, elle est majoritairement musulmane, on va dire, sur les quartiers prioritaires de Montpellier, notamment la Payade. C'est quoi un quartier prioritaire? Populaire, quartier. Pardon, oui. Je vous rappelle le thème de l'émission. Lapsus, là. Le thème de l'émission, c'est les quartiers populaires. Oui. D'accord. Donc quand vous parlez traité de Lisbonne, on est un peu loin. À la Payade, on est un peu loin de Lisbonne. Mais oui, mais monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Jamel. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est elle qui s'intéressera à vous. Le traité de Lisbonne, ça n'est pas anodin. Les gens ont l'impression que l'Europe c'est très loin. Ils sont en train de s'occuper de nous. Ok, ma question c'est, vous êtes contre l'ingérence du politique, donc pour l'autonomie aussi. Si une communauté autonome achète un terrain, vous, maire de Montpellier, demain, acceptez-vous, en toute autonomie et sans subventionner, un permis de construire, valider un permis de construire? Mais sur quoi? Sur la construction d'un lieu de culte. Ah, d'un lieu de autonome culte, et sans d'un lieu de subvention. culte ou d'une mosquée? Oui, d'une mosquée. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que notre culte, vous accepteriez? Mais non, mais je vous pose la question. Je voudrais savoir si votre question est orientée ou pas. Parce que pour une église, ça ne se peut pas, puisqu'à ce moment-là, je veux dire, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je donne une subvention pour un permis de construire. Un permis de construire. Eh bien, écoute, je crois qu'on a toujours été clair là-dessus. Le minaret, enfin, en tout cas, ça ne doit pas être ostentatoire. Ça doit s'inscrire dans une cohésion. Comment dire, s'il y a respect des prescriptions architecturales qui se font dans la masse environnementale. Voilà, je ne vois pas pourquoi, effectivement, je pourrais m'opposer à ce besoin pressant. Mais ma question, c'est pourquoi il y a besoin d'une mosquée nouvelle? Il n'y en a pas 4 déjà? Ça, vous la poserez quand vous ferez campagne. Voilà. Bon, là, normalement, je suis du côté journalistique, je ne suis pas en campagne, moi. Je me présente pas à la mairie. Vous devriez faire de la politique, parce qu'un coup, vous êtes journaliste. Non, je ne le suis pas. Non, je suis journaliste. Juste, votre réponse, elle me plaît. Mais c'est fini. N'avez-vous pas peur, avec votre réponse, de vous mettre à dos l'électorat de base Front National qui est très... Mais vous avez des préconçus. Oui. Ça serait utile qu'on se connaisse davantage, vous écoutiez. Pas préconçu, je vous parle d'affiches, mon programme, etc. de propagande, d'islamisation. On n'a jamais eu de problème avec l'immigré. Madame, il y a une autre question qui va être posée par Amandine. On l'a oublié un petit peu. Vas-y. Oui, c'est pas grave. Bon, du coup, moi, je vais revenir sur un point de vue plutôt très local, du coup, puisqu'on a vu tout à l'heure un reportage sur la Payade. Et j'aimerais savoir en 5 adjectifs, vous, votre perception. Oui, c'est bien 5 adjectifs, non? Je sais pas, j'ai 5 questions, 5 adjectifs. Non, mais c'est des adjectifs, donc c'est beaucoup plus rapide. Du coup, en 5 adjectifs, vous, votre perception du quartier de la Payade, puisque c'est le thème de l'émission quand même aussi. Eh bien, je crois qu'on l'a vu, je crois qu'il y a un adjectif. Ah non, mais oui, mais pas parce qu'on l'a vu, vous, ce que vous pensez. Ou des concepts, enfin je veux dire... Comme vous voulez, vous préférez quoi? La première chose qui me vient à l'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est abandon. Donc je pense qu'il faut mettre, il faut rénover, il faut réinstaurer, enfin je pense aussi sécurité, je pense travail, je pense formation. C'est les 5 points essentiels? Ben non, mais il y en a bien d'autres. Mais là, je l'ai dit en vrac, j'essaie d'aller très vite et d'être réactif, c'est assez difficile. Non mais vous voyez bien le problème. Il faut que la jeunesse soit correctement éduquée, qu'elle sorte de l'école ou du lycée en sachant, du collège, lire, écrire, parce que il faut qu'ils aient la capacité de raisonner, qu'ils aient un esprit critique, qu'ils aient la possibilité de faire des études, d'avoir un travail, d'avoir une formation, et peut-être même aussi quelquefois un apprentissage, ce que j'ai déjà dénoncé au conseil régional, ils ont refusé d'aider, de donner des aides à l'apprentissage, alors que c'est vraiment un des rares moyens pour lesquels on peut avoir un métier et un avenir. Donc je pense que déjà ça c'est la base. Et après c'est vrai, il y a cet abandon et il y a l'existant. Voilà. Simplement, je pense aussi que ce doit être un effort qui va être dans un sens et dans l'autre. Mais là, je crois qu'au-delà de l'effort, il y a un besoin maintenant qui devient pressant et qui est devenu vital. Donc je pense que nous allons nous retrouver là-dessus. Une autre primaire, moi, déjà. Une autre question qui va être posée par Justin. Donc du coup, que comptez-vous faire pour lutter contre les discriminations liées aux origines, aux lieux d'habitation aussi, dans ces quartiers-là? Donc quand je dis origine, ce serait origine à plus ou moins lointaine échelle de l'immigration, et au lieu d'habitation, c'est pour
tout bonnement, certains jeunes de ces quartiers, quand ils disent qu'ils viennent de la Paillade, c'est très difficile de trouver un stage ou un emploi parce qu'il y a marqué la Paillade ou parce qu'ils viennent d'un collège de la Paillade. Je sais pas, vous m'apprenez. Je sais pas si on en est au stade du 9-3, etc. Il y a quand même une certaine diversité encore à la Paillade. Eh ben non, parce qu'on voit que 90% de la population est d'origine... Elle est française. Maghrébine, oui, mais d'origine, je suis d'accord. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est un marqueur social. C'est ça que je veux dire. Si vous le dites, je veux bien essayer de le croire, mais bon, je ne crois pas qu'on en soit là. Le problème, je crois réellement, c'est la formation, c'est le niveau d'études. C'est quoi vos propositions concrètes? On parlait de programme. Moi, je pense que tout à l'heure vous voulez parler de programme, je vous laisse l'opportunité. Eh ben, que tout commence par une éducation, une formation et la possibilité d'accéder à un métier. Voilà. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas ce que quelqu'un d'autre a dit avant moi, une perspective d'avenir, et ben si votre avenir est bloqué, forcément, les actes deviennent désespérés. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut une volonté, c'est ce que je répète, quand je dis Montpellier fait front, c'était le Front National, mais c'est aussi devant les difficultés, devant l'adversité, il faut affronter. Et donc, il y a des difficultés, il faut rénover, il faut restaurer la sécurité, il faut rendre aux parents, l'autorité. Il faut éduquer les enfants, il faut former... mais ça, il faut le faire partout, parce que c'est un problème national. Mais attendez... Heureusement que je suis souple, et encore, en ce moment, pas trop. Mais on a dit qu'on était sur la Paillade. Oui, la Paillade, mais vous soulevez aussi des problèmes généraux. Aussi. Ah mais oui, et tout est là. Tout est là, j'ai tout un programme. Oui, mais on n'a pas vu ce programme, on est là non, dans vous les généralités, madame. Vous ne pouvez pas me le reprocher alors que j'ai essayé de répondre à vos questions sans m'écarter du sujet. Justement, là, c'est le moment encore. Continuer. Parce qu'on avait des questions derrière sur l'éducation et l'emploi. Et on voit que pour l'instant sur votre site, les choses qu'on a pu trouver... J'ai eu un problème avec mon site. Je vous promets, j'ai mon directeur responsable de campagne, là on est en train de s'y attacher. C'est important, c'est bientôt, c'est le 23. Oui, non mais ce week-là, vendredi, samedi, il n'y a rien que je ne laisse faire. C'est pas que je ne sache pas déléguer, c'est pas bon ça. Mais c'est moi qui l'ai fait, on l'a fait ensemble, on a fait en équipe. Mais je veux dire, c'est moi qui le valide. Et donc, je n'ai pas voulu mettre, un programme bateau ou type tel que ça aurait été la facilité. J'ai essayé de le faire vraiment de façon pointue sur la sécurité, sur la circulation, sur les transports. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence de presse, personne n'était là. Moi, je voulais proposer la gratuité. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça. Aussi, il y en a. Bah oui. Il y a Muriel Rassiguier, oui, mais est-ce que vous avez chiffré tout ça? Oui. Parce que c'est possible de tout financer? Oui, d'abord parce que c'est gentil de me poser la question parce que je suis frustré, j'ai pas pu en parler ce matin. Ça commence déjà par la mise en régie de la TAM. Là déjà, on sait qu'on va pouvoir faire quelques économies. Ensuite, grosso modo, on a chiffré avec Jamel qu'il fallait à peu près sortir 36 millions d'euros. Mais ces 36 millions d'euros, d'abord, on peut récupérer un tiers des frais de la TAM, donc réduire en tout cas ce coût. Et je pense qu'il faut sortir d'une certaine logique. Parce que ces 36 millions d'euros, on les retrouvera largement si on réirrigue le centre. Si les commerces, si les gens prennent les transports sans problème, etc., s'ils vont consommer en centre-ville ou à l'extérieur, donc à ce moment-là, on élargit l'assiette, le chiffre d'affaires des commerçants augmente, donc il y a un élargissement de l'assiette sur les taxes, donc il y a des rentrées supplémentaires, il y a aussi un bilan carbone qui est intéressant, il y a le stress en moins, il y a des tas de paramètres qui ne sont pas forcément chiffrables ou chiffrés. Ah bah oui, je suis comme Jamel, moi, quand je commence, je m'arrête plus. On a tué le format. Justement. Moi, c'était rien à voir, mais en fait, on avait prévu des questions sur l'éducation et l'emploi. On va pas pouvoir les faire, pas passer le reportage, mais je voudrais rebondir là-dessus parce qu'il y avait un point intéressant. Vous faites un constat, et d'ailleurs de la même manière que Jacques Demergue, un bon diagnostic, qui est tout commence par l'éducation, la formation, les perspectives, et quand les jeunes, que ce soit des quartiers ou ailleurs, n'ont pas ça, ils peuvent faire des actes qui deviennent désespérés. C'est ce que vous venez de dire. Et ça, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et derrière, dans votre programme, vous proposez de la tolérance zéro pour les actes d'incivilité, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un bon diagnostic et d'opérer la mauvaise chose? C'est-à-dire que si ces jeunes-là en viennent à ça, c'est qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, ils ont dérapé. Mais est-ce que ça s'appelle pas une circonstance atténuante? Est-ce que ça, c'est pas l'inverse de la tolérance zéro? Il y a un moment où vous sifflez et vous dites c'est la fin de la récré.
Oui, mais là, c'est pas la récré. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un c'est pas de la récréation, il s'amuse pas. On va construire, on va élaborer, on va essayer de s'en sortir, et on va voir. Je vous propose des engagements. Voilà, bon. Je veux dire, et à partir de là, quand même, je veux dire, pas sorcier, ça n'est quand même pas inhumain de dire à quelqu'un. Tu ne casseras pas, tu ne voleras pas, tu ne braqueras pas. Oui, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'éducation. Oui, aussi. Ça, c'est l'éducation. Aussi. Donc, je vous dis, vous faites le bon diagnostic. Les parents auront aussi une responsabilité, et c'est dans le programme aussi. Oui, mais la responsabilité des parents, c'est pas la responsabilité de celui qui vole, vu que c'est la responsabilité de ses parents. On parle de mineurs, par exemple. Non, moi je vous parle de mineurs, voilà. Bah, évidemment, les parents vont pas être redevables de leur rejeton jusqu'à ce que Tanguy ait envie de partir de la maison. Enfin bon, c'est pas le problème. Ouais. Mais je ne vois pas en quoi vous pouvez être choqué que je puisse, en tout cas qu'on puisse envisager qu'il y a des règles à respecter. Quand elles ne sont pas respectées, elles sont sanctionnées. Et quand elles sont sanctionnées, on veille à l'application de ces peines et on explique que c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Et donc du coup, on le fait pour le foot, on le fait pour le rugby, on le fait pour le hand, on le fait en natation. Oui, mais la vie, c'est pas un jeu, la vie, c'est pas un sport. Mais non, justement, et c'est mieux que ça, et c'est même pire. C'est pas la vie, c'est la société. Elle repose forcément sur des bases pacifiées et qui sont forcément encadrées par des règles et des lois. Oui, mais respecter la loi, c'est déjà le cas. Et la circonstance atténuante, ça fait partie de la loi. Ça, après, ça fait partie du, comment dire, de l'appréciation des juges. Bon, Madame Jamel, s'il vous plaît. Bon, maintenant, non, Jamel, c'est fini le temps. Non, mais c'était prévu. S'il vous plaît. Non, c'est parce qu'elle a axé son programme sur les PME artisans. Je trouve que c'est très important parce que vous connaissez les quartiers prioritaires. Populaires, les artisans et les PME sont en nombre. Je veux juste savoir, bon, la ZFU, la zone franche, sur les zones franches de Montpellier, donc qu'est-ce que vous comptez faire contre les abus? C'est un fléau. Combien de ZFU il y a à Montpellier? Combien de zones franches urbaines? Les zones franches, vous savez, exonérées de tous les abus qui vont avec. Je ne pense pas que ce soit forcément la panacée ou que ce soit ça qui... c'est un élément à prendre en compte. C'est super important à Montpellier, surtout dans les quartiers ruraux. Ce qui est super important, c'est de pouvoir protéger, ou en tout cas faire travailler nos commerçants et nos entrepreneurs locaux. 3 questions simples. Combien il y a de zones franches à Montpellier? Il y en a 2. Il y en a une. Ensuite, une seule. Quelles sont les 2, s'il vous plaît? Je pensais que c'était le Petit Bar et la Paillade. Non, Petit Bar, n'en est pas. Il n'y a que Paillade et même pas toute la Paillade. Le nombre d'entreprises, parce que c'est que des PME et des artisans. Vous avez dit que vous axerez vous mettrez un axe prioritaire sur les PME et artisans. Je trouve que c'est super important parce que c'est vrai qu'on les néglige. Vous allez me demander le nombre d'artisans qu'il y a sur Montpellier? Non. Ceux qui composent la seule ZFU de Montpellier, zone franche urbaine, parce qu'il y a beaucoup d'abus, on le sait, c'est beaucoup des boîtes postales pour être exonérés de charges fiscaux pendant 5 ans et tout ça. Vous connaissez tout ça, vous avez qu'à demander à monsieur Sorel, monsieur Domergue. Mais ils ont été interrogés aujourd'hui, il n'y a que vous, madame. Qui ont été les seuls invités par monsieur Secotti, directeur départemental de la Fédération du bâtiment. Et je me suis trouvé quand même étonné que tout ce petit monde se retrouve entre copains et coquins sans aborder le vrai sujet. Je ne les questionne pas. Non, mais je ne les questionne pas. S'il vous plaît. On passe maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions dans le public, donc il y a une question. Oui, il y a une question dans le public. Préférentiel. Non, mais c'est le principe de l'émission, madame. Hein. Vous n'avez pas le principe de l'émission que le public pose une question. Non, mais sur le principe, je regarde l'heure qui passe et je me dis, mais non, je vais dépasser, je vais avoir droit à une vous n'allez pas dépasser, on est dans les temps. Voilà. Donc. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, moi, je voulais revenir sur la première question que vous avez vraiment bien évitée, je trouve. Alors, peut-être que le terme idéologie vous a pas convenu. On peut parler de courant, si vous voulez. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a différents courants au sein du FN. Courant. Des courants, oui, des courants. Le mot vous choque pas pour là. Non, mais je vous entends pas. Ah, mais si vous voulez, je me rapproche. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est le micro, mais bon. Justin vous a parlé du rapprochement de Monsieur Le Pen avec Thatcher, Reagan. Et j'ai noté que vous dites Le Pen pour qualifier Monsieur Jean-Marie Le Pen. Et que vous dites Marine pour qualifier la fille. C'est un moyen de vous rapprocher de la fille, de vous éloigner du père, de vous éloigner du néolibéralisme du père? Dites donc, vous allez chercher ça bien loin. Non, je ne vais pas chercher ça bien loin. J'ai toujours appelé Le Pen. C'est de la sémantique. Vous avez rebondi sur le mot en anglais tout à l'heure. C'est de la sémantique. Si, c'est de la sémantique. Vous dites Marine et vous dites Le Pen. Vous êtes gentil, vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre. J'ai toujours appelé Le Pen, Le Pen. J'ai connu toute petite. Et j'ai toujours appelé Marine, Marine. Je suis désolé.
Je vais pas me refaire. Jamel me reprochait d'appeler pour papa. rebondir sur le fond, alors, dans ce cas-là. C'est pas plus difficile Parce que ça. que du coup, vous avez évité la question. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme ultralibéral? Non. Non, je crois que tous les jours, le Front National en fait la preuve. Non, tous les donc jours vous êtes depuis très récemment. Quelle est votre idéologie donc? Quelle est Mais votre arrêtez tendance? de dire idéologie. Mais votre tendance, on est un c'est mouvement quoi? populaire, on est pour la liberté, qu'elle soit aussi d'entreprendre, ça continue. Mais quand on est dans une crise économique, sociale et financière telle que nous la connaissons aujourd'hui, quand on nous a enlevé toute possibilité de nous défendre contre ces agressions extérieures, en nous enlevant la souveraineté territoriale, monétaire, la souveraineté sur nos frontières, etc. Et quand nous sommes les victimes directes, en tout cas de cette politique qui nous a été imposée par l'Europe, je suis désolé d'y revenir, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, M. Hollande est un gouverneur, il applique les textes de l'Union européenne. Le Front National, justement, se démarque par rapport à tous les autres parce que nous voulons justement rester dans le cadre de la nation par un protectionnisme raisonné, c'est pas ultralibéral justement, par une préférence nationale sur les achats, etc. Ça n'est pas ultralibéral non plus. Je veux dire, c'est... Pardon ? Oui, non, mais Arnaud Montebourg, en tout cas, il est aux affaires, il blablate, mais il n'y a rien. Et voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est pour ces mesures si on continue de dire que l'Europe, c'est ce qui nous est arrivé de mieux. Et sinon, j'avais une deuxième question, parce que j'ai vu que le thème vous avez beaucoup énervé. On a parlé de religion, on est d'accord? On a parlé de laïcité. Et je vous ai vu rebondir sur la théorie du genre, notamment sur le fait que vous avez une croix autour du cou. Moi, je m'en fiche, je suis laïque. Je suis baptisée, mais bref. Et qu'est-ce que vous pensez de la manif pour tous dans ce cas-là? Ben justement, j'y ai participé. Je pense effectivement que la théorie du genre n'a pas à être enseignée dans les écoles. Qu'est-ce que la manif pour tous, sinon l'étalage d'une religion dans les rues partout qui essaye d'instaurer un dogme? Vous êtes trop excessive et vous êtes mal renseignée. Si vous aviez en tout cas, je sais pas, Kiwitas, regardez, ou si vous étiez au fait quand même d'un groupe religieux, vous sauriez. On parle de gens qui parlent de la messe, qui font la messe en latin dans les rues. Vous sauriez, mais non, mais attendez. Si, c'est le cas. Kiwitas, ce sont des gens qui font la messe en latin dans les rues, et même à Montpellier devant la préfecture. Votre excès vous fait perdre du crédit, mademoiselle. Si vous aviez, Marine Le Pen n'a pas participé à ces manifestations. Vous auriez constaté comme moi que toutes les religions y étaient représentées, toutes. Oui, certainement, mais on parle de... alors, ne schématisez pas, mais ne c'est stéréotypez justement vous qui schématisez ne en interdisant le voile en disant, pour certaines femmes. Le voile, la messe en latin, etc. Oui, et vous interdisez le voile pour certaines femmes dans le cadre privé, ça vous dérange? Vous l'avez dit, ça non, vous pas dérange. dans le cadre privé. Ah, chacun fait ce qu'il veut, mais dans le cadre public, vous ne voulez pas. Voilà. Et dans le cadre privé, c'est ce qu'on appelle le principe de la laïcité. Bon, il y a une autre question dans le public, c'est Hamza qui va la poser. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je tiens à préciser que je ne soutiens aucun parti politique, que ce soit de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de la droite, je suis pas de l'extrême droite. Enfin, appelez ça comme vous avez le droit de le dire, mais j'ai le droit de dire non. Donc voilà, vous me paraissez comme quelqu'un de sympathique, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas France Jamais, c'est l'idéologie du Front National. Et je vais m'en expliquer. Je vais rebondir sur ce qui a été dit là par rapport aux religions. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important par rapport à la laïcité. Vous avez dit il y a une loi, c'est la laïcité, et voilà, la municipalité, l'État n'a pas à s'ingérer dans les lieux de culte, etc. Si on s'en souvient bien, au régional de 2010, le Front National a mené une campagne extrêmement dangereuse contre l'islam. On a commencé à parler d'islamisation de la France. Rappelez-vous bien l'affiche, c'est une affiche, c'était sur la Côte d'Azur, je crois. Il y a une affiche avec la carte de la France et le drapeau de l'Algérie. Et on a parlé d'islamisation de la France. Ça veut dire qu'on est en train de faire peur aux Français pour dire on se fait coloniser par les Algériens. Et on parle d'islamisation de la France. À côté de ça, il y a une femme en niqab, donc c'est le voile intégral. Oui. Et à côté de ça, il y a plein de petits minarets un peu partout. Elle a été interdite d'ailleurs. Voilà, parce qu'apparemment, oui, bon. Voilà, mais derrière ça, vous avez mené une campagne par rapport à ça, c'est-à-dire contre le halal, contre le port du voile dans la rue, on parle bien dans la rue, c'est-à-dire on impose une certaine manière de s'habiller à une femme, c'est-à-dire une femme, que ce soit par religion ou pas, qui a envie de porter un voile dans la rue, elle n'y a pas le droit. Comme des gothiques s'habillent comme ils veulent, comme les bonnes sœurs s'habillent comme elles veulent, donc je pense que c'est plus la liberté de choix que question de laïcité dans la rue. Vous avez parlé aussi, durant cette campagne, on a beaucoup parlé du halal. On a mené une campagne contre le halal, alors que le halal, c'est plus ceux qui le vendent qui en bénéficient. Ce n'est pas les musulmans
à ce que je sache, n'ont pas fait de mobilisation pour exiger du halal dans le quick, par exemple. C'est un fonds de commerce. Il y a des gens qui ont voulu exploiter ça, c'est un commerce. Donc les musulmans là-dedans, ils n'ont rien à voir. Et on a tapé sur les musulmans durant cette campagne. Je continue. On a parlé des constructions de mosquées. On a mené une campagne contre les constructions de mosquées, excusez-moi, mais la laïcité, elle est là pour garantir le droit d'exercer un culte. Ça veut dire, si à Montpellier, vous avez dit que vous avez déjà 4 mosquées, est-ce que c'est pas assez? Excusez-moi, mais si les gens prient dans la rue, c'est qu'il n'y a pas assez de mosquées, justement. Alors il faut être cohérent. Soit on est contre les prières de rue, et à côté de ça, on permet les constructions de mosquées, mais il faut être cohérent à ce sujet. Ensuite, donc on a beaucoup parlé des minarets. Tout à l'heure, vous avez dit une chose qui m'a fait sourire. Vous avez dit non, mais il ne faut pas que la mosquée, il ne faut pas qu'il y ait de minarets, il ne faut pas que ce soit comme ci, il ne faut pas que ce soit comme ça. Moi, pour rigoler avec mes amis, je leur ai dit la prochaine fois qu'on veut construire une mosquée, on va voir France Jamais, on lui pose, on demande si elle est architecte. Et voilà, c'est à elle de valider si on peut construire de cette façon ou pas. Alors qu'il n'y a rien de laïque dans tout ce que vous dites. La laïcité, c'est que la municipalité ne donne pas de subvention, elle ne s'ingère pas là-dedans, et les pays étrangers n'ont pas à s'ingérer là-dedans. C'est une question de cohérence. Et, juste pour revenir là-dessus, c'est que c'est comme ça que toute la classe politique, elle a repris. Elle a repris le thème du voile à l'école, le thème de l'islamisation de la France, certains petits malins se sont amusés là-dessus. Je veux dire, voilà. Et je voulais poser ma question principale, je voulais revenir, ça c'était juste un commentaire que je voulais faire. C'était pour montrer votre incohérence un peu. Par rapport à la laïcité, juste par rapport à la laïcité. Moi, ma question que je voulais poser depuis le début, c'est en fait, voilà, je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Moi, je me bats depuis un certain nombre d'années sur la question du logement. Peut-être vous m'avez déjà vu à travers Midi Libre ou Kaina TV ou TV Sud. S'il y a une personne étrangère, comme je le suis, aux yeux de beaucoup de gens. Vous êtes étranger? Je suis étranger, je n'ai pas choisi de l'être. Vous n'avez pas de nationalité? Je suis de nationalité marocaine, je suis arrivé tout petit. J'ai pas choisi d'être ici, comme d'autres n'ont pas choisi de naître ici. Mais moi, je me considère français malgré ma nationalité marocaine. Parce que je n'ai aucune attache avec mon pays d'origine. Dans ma vie, je suis allé 2 fois en vacances. Comme je suis allé dans d'autres pays, ou à Dubaï, ou en Allemagne, ou en Belgique, en vacances. Et je voulais savoir si je fais cette demande de logement, est-ce que c'est quoi qui primera? Ce sera la préférence nationale ou plutôt l'ancienneté de la demande au niveau des logements sociaux? C'était ça ma question. Le problème, c'est que je ne peux pas tout vous laisser dire. Vous me parlez d'une campagne sur les régionales, sur l'islamisation, qui n'était pas la campagne des régionales, ça n'était pas le thème, c'était sur les présidentielles. Vous confondez islamisation et l'islamisme que nous dénonçons, et où je pense qu'à un moment ou à un autre, qu'on puisse parler de la religion musulmane, quelque façon que ce soit, il faudra, je pense, que chaque musulman se détermine et fasse un choix. Je pense que l'islamisme n'est pas l'islam. Et c'est à vous de le prouver. Deuxièmement... Par rapport au logement, s'il vous plaît. Oui, non, mais je vais y arriver. Non, mais je vais... Voilà. Prière de rue, bon, oui, vous me parlez de prière de rue. Je n'ai pas eu vent de prière de rue à Montpellier. Il y a 4 mosquées, mais je vous ai dit, on peut en parler. Il y a une question que vous m'avez posée, mais alors je m'en souviens, je ne vois plus du tout, j'arrive même pas à me relire. Et la préférence sur nationale. Les subventions, monsieur, oui, nous serons... Non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. On n'a pas le temps, là. Non, mais la question importante, c'était sur le logement, madame. Oui, nous sommes absolument contre toutes les subventions communautaristes, etc. Donc nous serons sans... Oui, je crois que c'était sur... Enfin bon, bref. Sur le logement, je vais vous dire une chose. Ça n'est pas une question sur le logement. Vous êtes en train de me dire, vous avez l'air bien sympathique, vous avez l'air bien à la paillade, etc. Je vous entends. Comme Jamel, comme tout le monde, mais il me semble quand même, effectivement, que la priorité aux Françaises et aux Français, par exemple en matière de logement, de protection, etc., passe effectivement, et c'est dans le programme du Front. Et monsieur, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes sympathique, si vous avez grandi ici, si vous êtes heureux ici, si vous voulez continuer de vivre ici et d'y vieillir, je pense qu'il faudrait déjà que vous fassiez un choix.
C'est difficile, vous savez. C'est difficile, mais je pense que déjà le choix... Il faut passer par des séquences d'humiliation à la préfecture, mais pourquoi etc. humiliation? Si vous venez avec moi, je prends mon dossier, on y va ensemble, l'affaire, sans problème. Je viens avec vous si vous voulez, mais je pense que c'est la première chose à faire. C'est déjà parce que ça n'est pas le tout. Effectivement, on peut avoir des revendications, mais elles ne peuvent pas être... Une petite précision sur la préférence nationale. Attendez, j'ai oublié votre prénom, c'est Hamza. Hamza. Il faut quand même déjà, je veux dire... c'est comme si, en fait, il faut quand même que chacun dise oui. Il faut quand même qu'il y en ait un qui fasse le premier pas et qui tende la main. Je vais vous montrer c'est l'exemple à vous à le premier faire pas. et à demander la nationalité française. Si vous êtes français, je le fais par mes actes. Si vous voulez vivre en France, prenez la nationalité française. Je vais vous donner un exemple précis. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a eu une expulsion il y a quelques mois, vous avez dû en entendre parler. Oui, on au petit bar avec, avec les retraités. La famille André. Oui. Vous savez, on s'est opposé de manière assez virulente à cette expulsion parce qu'on pense que c'est une famille qui est là, qui paye des loyers aux ACM et aux logements sociaux depuis 40 ans et que pour 6 mois de retard, c'est un petit problème, je ne vais pas y revenir là-dessus. Voilà, il y a eu un dysfonctionnement sur l'accompagnement qu'ils ont eu. Donc voilà. Ils se retrouvent avec une expulsion, on s'est opposé, on a pris des coups de matraque. On s'est fait traîner par terre. Certains d'entre nous sont retrouvés en garde à vue. Vous savez ce qui s'est passé avec les CRS? On s'est retrouvés face à face. La question qu'ils nous ont posée, ils nous ont dit mais ils ne sont pas de votre communauté. Pourquoi vous les aidez? On s'est dit tiens, on ne s'est jamais posé la question de savoir s'ils faisaient partie de notre communauté ou pas. C'est bien d'être habité par l'esprit de justice, d'équité, etc. C'est beau. Donc, nous, on ne s'est pas posé la question de la préférence nationale. On ne s'est pas dit, tiens, c'est la famille André, je ne vois pas pourquoi on va affronter plus de 100 CRS. Et vous posez cette question-là. C'est pour ça que j'en suis venu à moi. Moi, je m'implique politiquement à Montpellier, en France. Je fais du social, on peut pas appeler ça ce qu'on veut, de la politique, ce qu'on veut. Je n'ai aucune attache avec mon pays. Je me bats contre l'ingérence des pays étrangers, même mon pays d'origine, dans les mosquées, que ce soit au Petit Bar ou à la Paillade. D'ailleurs, tout à l'heure, comme vous avez dit, il y a 4 mosquées, il n'y en a pas 4, puisque les 2, c'est des salles polyvalentes. C'est juste une parenthèse. Et je veux dire, à un moment donné, il faut dépasser ces choses-là. On est là, on n'est pas des voyageurs itinérants, on n'est pas... Parce que j'ai l'impression que des fois, on se pose la question, on se dit, mais on va partir, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je travaille, la plupart des jeunes, même s'ils sont de nationalité marocaine, la plupart, il y en a qui sont venus à l'âge de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, ou n'importe, travaillent parce que nos parents leur ont fait croire qu'ils étaient là pour un temps pour travailler, ils repartent. C'est pour ça que, généralement, ils construisaient leur maison dans leur pays d'origine. La plupart des jeunes, qui soient de nationalité marocaine ou qui soient de nationalité française, travaillent en France, cotisent en France et construisent leur maison en France. Et juste un dernier point, par rapport au logement social, ce que vous dites, si c'est la préférence nationale, dans ce cas-là, est-ce que je dois continuer à payer mes impôts locaux? Voilà ma question. Parce que c'est ce qui est... Non, juste sur celle-là. Juste sur les impôts locaux qui permettent la construction des logements sociaux. Je cotise, je paye. Est-ce que je dois payer ou si j'y ai pas droit, comme le disent, et que vous le mettez dans votre programme, vous dites bien que M. Arabe Hamza, qui s'est battu pour la famille André, qui est française, voilà, lui ne paye pas exonéré des impôts locaux. Hamza, vous ne pouvez pas dire « on est là ». Pardon? Vous ne pouvez pas dire « on est là, je veux et j'exige ». J'exige rien du tout. Je suis là comme n'importe quel citoyen qui paye ses impôts. Écoutez-moi, ça n'est pas le seul fait de dire on est là. C'est ça que vous voulez pas entendre. Si vous voulez, en plus j'ai l'impression que c'est aimez-moi, mais aimez-la. Aimez la France, aimez notre pays. Pour vous, la France? Et ben, demandez la nationalité française. Madame, jamais. J'aimerais. Je vous contacterai pour qu'on aille ensemble à la préfecture. Si vous voulez. Voilà. Vous êtes tous témoins. Madame Jamais se battra à mes côtés pour que j'obtienne la nationalité française. Oh, c'est plus en plus facile, voilà, mais si vous avez fait ce choix, je serais ravi de vous y accompagner. Madame Jamais, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat. Je remercie les Kainotes qui ont participé avec nous, Jamal, Amandine et Justin, et toute l'équipe technique, et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.